Madame, Monsieur, bonsoir. Cette journée a été marquée par l'hommage national aux 160 victimes du crash d'avion au Venezuela. Une cérémonie très émouvante s'est déroulée tout à l'heure au stade de Dillon, en Martinique, en présence de Jacques Chirac. Et à Paris, près de 15 000 personnes sont rassemblées depuis 18h30 à la cathédrale Notre-Dame, où a été célébrée une messe en présence d'une grande partie du gouvernement. Et puis la série noire dans le trafic aérien se poursuit. 41 personnes ont trouvé la mort dans l'accident d'un avion de ligne péruvien qui s'est écrasé en Amazonie. 57 personnes ont pu échapper à la catastrophe. Mystère autour de malaises inexpliqués dans un bloc opératoire de l'hôpital nord de Marseille. 2 nouvelles personnes ont été victimes de nausées et de maux de tête. Ce bloc avait déjà dû être fermé la semaine dernière. Les 3 opérateurs de téléphonie mobile accusés d'entente illicite, SFR, Orange et Bouygues Télécom, sont soupçonnés de s'être entendus sur les prix et de s'être partagé le marché du téléphone mobile, ce qui est illégal. Le Secours populaire a 60 ans, 60 années de combat contre la pauvreté. Aujourd'hui, pour cet anniversaire, l'association avait réuni 60 000 jeunes oubliés des vacances. Il y avait beaucoup d'émotions et de dignité cet après-midi dans le stade de Dillon, à Fort-de-France en Martinique. Des dizaines de milliers de personnes vêtues de blanc et de noir se sont retrouvées pour rendre hommage aux 160 victimes de l'accident d'avion la semaine dernière. Jacques Chirac et Hugo Chavez, le président du Venezuela, ont assisté à la cérémonie. Pas de discours politique, mais 2 heures de recueillement pour soutenir les familles des victimes. Jérôme Soulard. Les larmes et le chagrin de toute la Martinique. 152 familles françaises dans le deuil, et cet après-midi dans ce grand stade de Dillon, 35 000 personnes réunies. L'hommage de tout un pays aux compatriotes disparus et à leurs proches dans la peine. Nourrissant aussi le vif espoir qu'à travers cet hommage, leurs parents et leurs proches trouvent force et courage pour continuer la route de la vie, toujours plus forte que la mort. Sobriété. Un à un, les représentants des 7 familles religieuses de l'île interviennent. Quelques mots, une prière. Vêtus de blanc, 160 enfants apportent une bougie qui, pour chacune d'entre elles, symbolise le souvenir d'une victime. Puis vient le tour des familles. Une à une, elle dépose ses quelques fleurs devant la stèle et les photos des disparus. Au milieu des proches, Jacques Chirac et Hugo Chavez, président vénézuélien, sont restés silencieux. Plus tôt, le président de la République a tenu à rencontrer les familles à huis clos avant d'exprimer la solidarité de la nation. La France exprime sa compassion, sa douleur, son attachement à la Martinique, aux Martiniquaises et aux Martiniquais meurtris, sa solidarité, en un mot, sa fraternité. Cet après-midi en Martinique, c'est un hommage national que l'on a rendu aux victimes et à leurs proches. Dans ce stade de Dillon, mais aussi à l'extérieur, des dizaines de milliers de personnes solidaires et unies dans le deuil. Et dans les 44 communes de l'île, des bus avaient été affrétés pour permettre aux Martiniquais de se rendre à la cérémonie. L'émotion n'a cessé de grandir durant ces 2 heures, rythmée par la musique de l'Orchestre symphonique de Fort-de-France. Reportage dans les tribunes, Anouk Burel, Didier Dahan. L'émotion était trop forte. Sous le chapiteau, pendant la cérémonie, cette femme est submergée de douleur. D'abord elle, puis d'autres. La musique, la chaleur et tout ce stade réuni amplifient ce moment de recueillement. Toute la journée, les familles de victimes ont été au cœur du stade, au cœur d'un deuil national. Pour moi, très dur. Et pour les autres, je pense, et j'ai la nièce et tout qui est tombée dans les pommes, c'est parce que c'était dur si c'est arrivé. Et à chaque fois, on sentait qu'on avait le cœur qui flanchait un peu plus, et puis à la fin, c'est vrai que ça a été le gros choc pour tout le monde. C'est maintenant que je m'aperçois qu'ils sont partis. Ils sont vraiment partis. Dans les tribunes, derrière les grilles, les Martiniquais étaient unis pour soutenir les leurs. L'élan de toute une nation, les mots, les gestes du président Chirac ont bouleversé les familles.
Il a embrassé, il a salué, il a embrassé, et il a dit de tenir au bon. Et puis toutes ses condoléances, c'est beaucoup pour nous. C'est un réconfort pour toute la famille de savoir qu'il a pu faire le déplacement jusqu'ici, c'est évident. Mais qu'est-ce que vous voulez? La tragédie est bien là. À l'issue de la cérémonie, les familles se sont unies dans la chapelle ardente, dressée dans le stade. Une photo, un nom, la mémoire des leurs est gravée ici. Ils pourront s'y recueillir dignement jusqu'à dimanche prochain. Aujourd'hui, c'est toute la Martinique qui est en deuil. Toutes les administrations, tous les commerces étaient fermés pour permettre à tous ceux qui le voulaient d'assister à l'hommage national. Sur place à Massoula, Guillaume Fautra. Une île en deuil, rideau baissé et rue déserte, le cœur de la Martinique battait aujourd'hui ailleurs. Dans ce stade où chacun est venu chercher du réconfort, apporter son soutien à ceux qui ont perdu des êtres chers. Ça me touche beaucoup, ça me touche énormément. C'est important pour soulager la souffrance des familles endeuillées. Unis dans la peine comme pour l'alléger, tous, touchés directement ou pas, avaient besoin d'être là. À l'issue de la cérémonie, chacun est reparti dans un silence pesant. Très ému, mais cependant comme apaisé par le recueillement. Je n'en reviens pas, c'est des frissons, c'était très digne, c'était très beau et il fallait ça pour tous nos compatriotes. C'est quelque chose qui va droit au cœur. Dans les gradins, certains sont restés longtemps après la fin de la cérémonie. Au loin sur la pelouse, les familles de victimes commençaient leur deuil. En direct de Fort-de-France, nous retrouvons Sam Massoula. On peut dire que cette cérémonie a permis aux familles des victimes de faire un premier pas dans leur long travail de deuil. Oui, au-delà du recueillement et de la compassion, cette cérémonie a rempli une autre fonction essentielle, celle de matérialiser, de marquer le décès, et c'est une notion fondamentale extrêmement importante dans la culture martiniquaise. Tous les matins, à l'heure de grande écoute, les radios diffusent des avis de décès pour que les familles, au sens très large du terme s'y rendent. Et pour vous dire, il y a dans les enterrements autant de monde que dans les mariages. C'est donc ce vide laissé par l'absence de funérailles que cette cérémonie a aujourd'hui quelque peu comblé pour ces familles qui, je vous le rappelle, attendent et espèrent toujours le corps de leurs proches. Merci Sama. Et ceux qui n'ont pas pu se rendre en Martinique aujourd'hui ont pu assister à une messe célébrée en début de soirée à Notre-Dame de Paris. Près de 15 000 personnes, en majorité antillaises, ont suivi l'office célébré par Monseigneur André 23. Karine Komadzi, Zidenberkous. 2 heures avant la messe, la foule se presse déjà sur le parvis de la cathédrale. Cette vieille dame a tenu à assister à la cérémonie. Ah, si vous savez de l'eau que j'ai déjà versé, pourtant je n'ai pas de famille dans l'accident, mais toute la Martinique, c'est ma famille. À 17 heures, les portes s'ouvrent. La cathédrale ne compte que 3000 places et plus de 6000 personnes attendent sur le parvis. Rester devant la télé? Non, je préfère être là. Je crois que physiquement c'est mieux. Partager avec les autres. La tristesse. C'est important pour nous. Depuis la mort du pape en avril dernier, Notre-Dame n'avait pas accueilli tant de monde. Bernadette Chirac, Dominique de Villepin, mais aussi toute la communauté antillaise d'Île-de-France. C'est rare qu'on ait autant de personnes, ce qui montre évidemment l'inquiétude, le choc, le traumatisme qu'ont ressenti les Antillais, peut-être encore amplifié par le fait qu'ils sont loin de chez eux et qu'ils n'ont pas la possibilité de communiquer directement autrement que par téléphone. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sur le parvis, 6000 Antillais se joignent par écran géant interposé à la prière de leurs frères à l'intérieur de la cathédrale. Chez nous, nous sommes très croyants, donc c'est une manière de se reconstituer, d'être fort. Donc c'est la prière qui nous aide. Sous les voûtes ou à l'extérieur, ici à Paris ou là-bas à Fort-de-France, la ferveur est la même, la douleur aussi.
Aujourd'hui, les drapeaux sont en berne dans toutes les villes de France, dans les départements d'outre-mer et en métropole, comme ici à Paris, image de l'Élysée, de l'Assemblée nationale et des Invalides. À Marseille, cette fois, cette initiative de la communauté antillaise de la ville, elle a organisé un lâcher de ballons sur le Vieux-Port. Et puis à Moulins, dans l'Allier, c'est un proche d'une victime qui a lui aussi organisé un lâcher de 152 ballons en hommage aux 152 victimes martiniquaises. Et puis à Rodez, dans l'Aveyron, à l'initiative du maire de la ville, une quarantaine d'élus et de salariés de la communauté de l'agglomération ont observé une minute de silence. Un peu partout en France, les initiatives de ce type se sont multipliées aujourd'hui. Et puis la série noire dans le trafic aérien se poursuit. 41 personnes ont trouvé la mort dans l'accident d'un avion de ligne péruvien qui s'est écrasé en Amazonie. 57 personnes ont pu échapper à la catastrophe, elle témoigne Christian Autin. Des morceaux de carlingue disloqués. C'est tout ce qu'il reste de l'avion désintégré après l'impact. De cet enfer, 57 personnes sont sorties vivantes, des miraculés. L'appareil transportait 98 passagers. Il avait quitté Lima pour rejoindre la ville de Pucallpa, située en pleine forêt amazonienne, lorsqu'il s'est écrasé à quelques kilomètres de l'aéroport. Déstabilisé par des vents violents, l'appareil, un Boeing 737 comme celui-là, aurait tenté un atterrissage forcé. Il appartenait à la compagnie nationale péruvienne TANS. Ne spéculons pas sur les causes de l'accident. L'enquête ne fait que commencer. D'ores et déjà, je suspends toutes mes activités pour me consacrer à cette affaire. Hier soir, à l'aéroport de Lima, l'angoisse pour les familles et les proches qui viennent d'apprendre la nouvelle. La liste des victimes et des survivants n'a pas encore été communiquée. Au moins un Italien et une Espagnole seraient morts parmi la quinzaine d'étrangers qui étaient à bord. C'est la 5e catastrophe aérienne depuis le début de ce mois. L'année 2005 a d'ores et déjà été plus meurtrière que 2004. 840 personnes ont péri dans des accidents d'avion depuis le 1er janvier. Mais proportionnellement au trafic, le nombre d'accidents d'avion cette année reste 4 à 5 fois inférieur à ce qu'il était il y a 30 ans. Les inondations se sont stabilisées aujourd'hui en Europe du centre et de l'Est, mais les pluies diluviennes de ces derniers jours ont causé de gros dégâts. En revanche, des crues sont toujours à craindre dans plusieurs villes allemandes. Et en Suisse, les autorités ont ordonné l'évacuation de plusieurs centaines d'habitations. Emmanuel Lambert. L'évacuation est périlleuse. À Berne, les pompiers viennent de découvrir une mère et son bébé coincés dans un appartement. Secourus à l'aide d'un hélicoptère, ils sont sains et saufs. Je pensais que mon bébé se sentirait mal, mais une fois en l'air, tout allait bien. J'ai surtout eu peur quand ils sont arrivés, ils m'ont dit « Allez, on y va !» Pendant 3 jours, la Suisse a été durement touchée par des pluies torrentielles. Les paysages du centre et de l'est du pays montrent l'ampleur du désastre. On dénombre 4 morts, 2 disparus et des dégâts estimés à 300 millions d'euros. Plus à l'est, la Roumanie est aussi sous les eaux. Les régions de Cluj et Harghita ont été sévèrement frappées. Ces dernières 24 heures, 10 personnes sont mortes, 6 sont encore portées disparues. Dans plusieurs villages, des familles évacuent leurs maisons à la hâte. La rapide montée des eaux a pris tout le monde par surprise. La vague est arrivée tout d'un coup, explique cet homme. Une vieille dame a été emportée par le courant alors que des gens essayaient de la secourir. En Autriche, 2 régions de l'ouest du pays ont subi pendant 48 heures les pluies diluviennes. À l'heure actuelle, ce village du Tyrol est toujours coupé du reste du pays. Toutes les routes alentours ont été détruites par des glissements de terrain. En Allemagne, le niveau du Danube est encore très élevé, mais la situation semble s'être stabilisée. Sur le front des incendies au Portugal, après quelques heures de répit, les pompiers doivent affronter de nouveaux départs de feu. Notre équipe sur place a rencontré 3 pompiers professionnels français qui sont venus prêter main forte à leurs collègues portugais. Reportage Gilles Marinet, Régis Maté. Des Français en pleine fournaise, 3 sapeurs-pompiers qui tentent d'organiser des villageois portugais. Il faut descendre le camion ici pour qu'on puisse le descendre. D'accord, dites-lui ça. On essaye de les aider, tant que possible. On est parti sur nos jours de congé pour venir les aider
partis à leurs frais et sans autorisation. Cette mission des sapeurs venus de Nice n'a rien d'officiel. Qu'importe, les habitants du village d'Aradas apprécient ce renfort, épuisés qu'ils sont par les incendies. Ça fait des mois qu'ils attendent faire ça tous les jours, ils sont complètement fatigués. Ils ne pouvaient plus maintenant. Surprise, au ras des arbres, 2 Canadair français à la rescousse. Les Canadair, ils feront toujours leur travail, mais il faut qu'ils soient bien guidés, c'est un ensemble. Et on se met sur la route. Là où les Canadair travaillent, il faut qu'on passe derrière, il faut bien qu'on éteigne les lisières. Eux, leur but, c'est de coucher le front de flamme, et c'est à nous derrière de faire la continuité du boulot. C'est la 3e fois en 24 heures que cette colline s'embrase. Les Français et les habitants d'Aradas ne sont pas au bout de leur peine. Du courage, de la témérité. Les pompiers improvisés prennent énormément de risques. Les professionnels présents sur le terrain ont du mal à encadrer ces gens prêts à tout pour sauver leur village. Alors ici, la présence des 3 pompiers français est la bienvenue. Une cérémonie d'adieu aux 2 pilotes de tracker morts samedi en Ardèche s'est déroulée aujourd'hui sur la base aérienne de Marignane. Il y a 3 semaines, les pilotes de la sécurité civile avaient déjà perdu 2 des leurs dans un accident de Canadair en Corse. Nicolas Sarkozy, présent à la cérémonie, a réclamé une réflexion sur l'utilisation systématique d'avions contre les incendies. Il a plaidé pour une mise en commun des moyens au niveau européen. Les risques d'avalanche sont très importants à plus de 3300 mètres d'altitude dans les Alpes françaises. 1 mètre de neige instable s'est accumulé ce week-end. Si les guides professionnels sont très prudents, certains randonneurs s'aventurent parfois dans des zones dangereuses, comme nous le montre ce reportage de Didier Guyot et Jean-Claude Martin. La démarche est hésitante. Les risques, énormes. La neige tombée en abondance est beaucoup trop fragile. Les guides de Chamonix avaient estimé qu'il ne fallait pas s'aventurer sur certaines voies, mais qu'importe, quelques-uns l'ont fait. À 3000 mètres d'altitude, la nature est encore plus traîtresse à l'heure d'aujourd'hui qu'elle ne l'est d'habitude. 50 à 70 cm de neige sont tombés en très haute altitude, ce qui rend le manteau plus qu'instable. Ces jours-ci en montagne, il faut bien choisir son itinéraire. Ainsi ce matin, avec des guides, la voie normale du Mont Blanc était praticable. Moi, je ne pense pas que tout le monde soit suicidaire, donc je crois qu'il y a parfois, par méconnaissance, par non-apprentissage, par choses comme ça, oui, et on en a rêvé, on veut y aller, mais la plupart sont quand même conscients et savent où ils vont. La météo, les risques encourus, inlassablement l'Office de haute montagne de Chamonix explique et explique encore. Ce groupe d'Anglais n'ira pas au Mont Maudit, il ira sur une autre voie, moins exposée. Olivier, lui, va retarder son ascension. Il attendra des jours meilleurs. Il faut être patient en montagne, il faut toujours attendre les bonnes conditions pour sortir. Parce qu'on ne va pas en montagne comme on va faire ses courses ou faire un match de foot. L'attente aussi pour ce couple de Suédois. Ils ne sont là que pour quelques jours, mais pas question de risquer sa vie. Vous devez écouter les professionnels, ceux qui connaissent la montagne. C'est toujours mieux. Actuellement, dans les Alpes, le risque d'avalanche est de 4,5 sur une échelle qui en compte 5. Et il faut attendre au moins 48 heures pour que le manteau neigeux se stabilise. Un homme a été retrouvé mort noyé hier soir près de Lourdes. Il s'agit d'une des 2 personnes âgées qui avaient disparu lors du pèlerinage de l'Assomption. Pour l'instant, on n'a aucune nouvelle de la femme de 75 ans qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Isabelle de Lyon, Nicolas Auer. C'est sur ces rives qu'un pêcheur a retrouvé le corps de Roger Le Guenec. Noyé, mais en amont de Lourdes. Âgé de 71 ans, l'homme a quitté la ville, mais comment? Handicapé mental léger, il avait échappé à la vigilance des hospitaliers qui encadraient son pèlerinage le 12 août dernier. Notre mission, c'est d'apporter du bonheur, c'est d'apporter de la joie, et là, on est face à un drame, à une douleur pour tout le monde. D'autant plus que votre responsabilité risque d'être mise en jeu. Je vais vous dire, c'est vraiment pas le problème aujourd'hui. 3000 hospitaliers pour 1000 pèlerins, habituellement un encadrement suffisant, mais c'est une surveillance de groupe qui s'opère. Doublement mise en défaut puisque 3 jours plus tard, une autre malade disparaissait près de la grotte. Marie-Louise Werman, 75 ans, dont voici le portrait abondamment diffusé par ses enfants, de plus en plus inquiets. Elle a la maladie d'Alzheimer, elle a aussi des problèmes de cœur. Et ce qui m'inquiète à ce jour, depuis sa disparition, c'est qu'elle est sans traitement et c'est vraiment la gravité d'aujourd'hui. La police a lancé un avis de recherche, diffusé des appels à témoins, en vain, pas une piste.
En période de pèlerinage, en moyenne 2 personnes disparaissent chaque jour à Lourdes. En général, on les retrouve le lendemain. Mystère autour de malaises inexpliqués dans un bloc opératoire de l'hôpital Nord de Marseille. Plusieurs nouvelles personnes ont été victimes de nausées et de maux de tête. Ce bloc avait déjà dû être fermé la semaine dernière. Reportage Isabelle Stess, Michel Comin. Dans le bloc de l'hôpital Nord, ce sont les caméras qui opèrent. Le personnel médical a suspendu ses activités. Dans 5 des 12 salles d'opération, le mal mystérieux est de retour. Des maux de tête, de migraines importantes, de grosses nausées, des vomissements, des vertiges et une intense fatigue. Toujours les mêmes symptômes, apparus pour la première fois le 11 août dernier. Les 80 agents du bloc opératoire avaient repris le travail lundi, mais depuis, une vingtaine de cas sont réapparus. Dans les salles incriminées, certains agents ont été incommodés, pas d'autres. Donc c'est dire que là on est confronté à un phénomène qui est très discriminant, qui touche certaines zones du bloc et pas d'autres, qui touche certains agents du personnel et pas d'autres. Et qui ne touche pas les patients. Et qui ne touche pas les patients. Le mystère s'épaissit. Jusqu'à présent, les analyses, notamment de l'air, n'ont décelé aucune anomalie. Tous les moyens sont employés pour résoudre l'énigme. On a doté nos agents de renifleurs qui ont détecté du monoxyde de carbone en dose pas très importante, mais suffisante peut-être pour poser des problèmes. Donc il faut qu'on cherche d'où ça peut venir. En attendant, le personnel opératoire fera l'objet d'une enquête épidémiologique. Les urgences, elles, seront déroutées sur les autres hôpitaux de la ville. Les actions Orange, SFR et Bouygues Télécom sérieusement chahutées aujourd'hui à la Bourse de Paris. C'est la conséquence des révélations du canard enchaîné. Ces 3 opérateurs de téléphonie mobile se seraient entendus pour pratiquer des prix sans faire marcher la concurrence et se partager ainsi le secteur du mobile. Une accusation que démentent les intéressés car cette pratique est illégale. Bruno Timsit, Frédéric Capron. Une multitude de prix à en avoir le tournis. Des offres toujours plus variées, plus aguicheuses, et pourtant, à y regarder de plus près, du côté du consommateur, un constat s'impose. Les prix proposés par les 3 opérateurs de téléphonie mobile sont sensiblement les mêmes. Que ce soit chez l'un ou chez l'autre, c'est pareil. Toujours pareil. Ils sont pratiquement dans les mêmes tarifs. Donc, ils ont le marché et le monopole, ils se sont arrangés. Un arrangement, c'est ce que reproche aux opérateurs un rapport de la Direction Générale de la Concurrence, cité par le canard enchaîné. Orange, SFR et Bouygues, entre 1998 et 2002, se seraient répartis les parts de marché du secteur au mépris des règles de la concurrence. Des parts de marché qui aujourd'hui n'ont quasiment pas évolué. Une situation dénoncée depuis plusieurs années par les associations de consommateurs, car elle empêcherait la baisse des prix. Les marges des opérateurs sont tellement extraordinaires aujourd'hui. Alors oui, il y a quand même de l'espace pour une baisse de prix s'il y a de la concurrence. S'il n'y en a pas, on restera à être surtaxé. Les 3 opérateurs démentent formellement ces accusations. À Bercy, pas de commentaires. Thierry Breton, actuel ministre de l'économie, était patron de France Télécom juste après la période couverte par l'enquête. Seul Patrick Devedjian, ancien ministre de l'Industrie, reconnaît le manque de concurrence dans le secteur de la téléphonie mobile. On ne pouvait que remarquer que, en termes de tarifs, les différences étaient très réduites. Si le rapport est vérifié par le Conseil de la concurrence et qu'il y a eu entente entre les 3 opérateurs, il est tout à fait légitime qu'une sanction pécuniaire soit prononcée. Le Conseil de la concurrence rendra ses conclusions à l'automne. Les 3 opérateurs pourraient devoir payer une amende atteignant 10% de leur chiffre d'affaires. 2 jours après la liquidation judiciaire de Stéphane Kelly en production, le chausseur de luxe Charles Jourdan a été placé aujourd'hui en redressement judiciaire. Les 400 salariés du groupe sont inquiets pour leur emploi. Gilles de Robien, le ministre de l'Éducation nationale, annonce la création d'emplois vie scolaires. 45 000 créations affichées. En fait, ce sont des contrats qui ressemblent fort aux emplois jeunes abandonnés par le gouvernement il y a 2 ans. Stéphanie Davoigneau, François-Julien Pied-Noir. Un terreau de vocabulaire avec le ministre de l'Éducation. L'expression de la rentrée, les emplois vie scolaires. Gilles de Robien en annonce 45 000 dans les collèges et les lycées. Une nouveauté qui ressemble fort aux défunts contrats jeunes, même si le ministre s'en défend. Là, nous avons plutôt affaire à des personnes en recherche de qualification, qui sont quelque part en panne dans leur cursus, dans leur recherche d'une activité professionnelle, et nous leur offrons une qualification
Un contrat jeune lancé en 1997 par un gouvernement de gauche et abandonné en 2003 par un gouvernement de droite. Si le précédent gouvernement avait voulu pérenniser le système des emplois jeunes, il avait 5 ans pour le faire. Depuis, les syndicats ne cessent de réclamer plus d'adultes dans les collèges et les lycées. En 3 ans, 30 000 postes ont été supprimés et sur les 45 000 créations annoncées, 30 000 sont en fait le remplacement des contrats emploi solidarité. Ça ne compense pas la saignée qui a marqué ces dernières années l'encadrement éducatif au sens large. Je parle des contrats emploi solidarité, je parle des emplois jeunes, je parle des professionnels qui sont dans l'éducation nationale. Les missions de ces nouveaux embauchés sont à géométrie variable. Un peu de surveillance, un peu d'artistique et d'informatique. Quant à la formation, elle n'est pas clairement définie. Ça fait un peu d'adultes en plus, mais aujourd'hui il faudrait sans doute définir mieux le niveau de recrutement en termes de diplôme, en termes de formation, et surtout que le ministre clarifie ce qu'il veut comme mission pour ces personnels. Gilles de Robien promet que ces nouveaux adultes seront dans les établissements dès la fin de l'année. Leur contrat durera au maximum 2 ans. Des problèmes de raffinage ont entraîné une nouvelle augmentation du prix du baril de pétrole qui s'établit à un peu plus de 66 $ à New York. En un an, le prix du baril a progressé de 48%. Les conséquences sont ressenties bien sûr à la pompe, mais aussi chez les particuliers qui veulent remplir leur citerne de fioul. Jacques Deveau, Gabriel Camilla. Donc un petit problème sur ce prix du fioul qui n'a cessé d'augmenter depuis 1 an, à savoir aujourd'hui qu'à l'issue d'une réunion interministérielle sur la lutte contre le terrorisme, Dominique de Villepin a annoncé que le plan Vigipirate était maintenu au niveau d'alerte rouge sur l'ensemble du territoire français. Le niveau rouge qui avait été décidé après les premiers attentats de Londres, c'était le 7 juillet dernier. À Londres, où les autorités ont dressé la liste des comportements inacceptables qui pourront conduire à l'expulsion des islamistes radicaux. Changer les règles du jeu, c'était une promesse de Tony Blair après les 2 vagues d'attentats. À Londres, Laurent Boussier, Roy Conley. Voici ce que le gouvernement britannique ne veut plus voir sur son sol. Ses appels publics à la haine, ses prêches justifiant le terrorisme, ses sites internet glorifiant la violence. 1 mois et demi après les attentats qui ont ensanglanté Londres, ces agissements longtemps tolérés sont jugés aujourd'hui inacceptables. D'où la publication ce matin par le Home Office, le ministère de l'Intérieur britannique, d'une liste de comportements qui peuvent entraîner des interdictions d'entrée sur le territoire ou des expulsions. Ceux qui sont déjà en Grande-Bretagne et qui continueraient à avoir ces comportements inacceptables seront expulsés vers le pays dont ils sont originaires. Fomenter ou justifier la violence, encourager d'autres personnes à commettre des actes terroristes ou inciter à la haine entre communautés, cette liste non exhaustive vise en particulier ces prédicateurs islamistes radicaux qui, comme Omar Bakri, Abu Hamza ou Abu Qatada, avaient jusqu'à présent pignon sur rue. Mais pour les spécialistes de la lutte antiterroriste, tout ça n'est qu'un effet d'annonce. Cette liste ne contient rien de nouveau. Le gouvernement britannique a depuis des années le pouvoir d'arrêter et d'expulser ces individus. Alors est-ce que cette annonce a comme seul but de rassurer le public ou va-t-elle réellement aider à ce que Londres ne soit plus une base arrière des islamistes? Seul l'avenir le dira. Mais par-delà la publication de cette liste, c'est surtout un changement stratégique auquel on assiste. La Grande-Bretagne se rapproche de l'Europe. Sa politique qui consistait à accueillir des islamistes en échange d'une sanctuarisation du pays semble aujourd'hui enterrée. Cette image de groupes de colons évacués de la bande de Gaza qui sont installés dans des camps de toile, vous le voyez, dans le centre de Tel Aviv. Comme beaucoup d'autres colons, ils ont refusé les propositions de relogement du gouvernement d'Ariel Sharon. Et on revient sur cette augmentation du prix du fioul, avec conséquence d'une augmentation du prix du baril de pétrole. Bien sûr, des conséquences sur le portefeuille des particuliers. Jacques Deveau, Gabriel Camilla. Juillet, août, c'est une période creuse dans notre profession. Mais là, c'est comme un mois de décembre, disons quoi. La ruée vers l'or noir version domestique. Du jamais vu selon les fournisseurs de fioul. Pour cette entreprise, on est passé de 2 à 10 livraisons par jour. Les clients, face à l'augmentation incessante du pétrole, préfèrent tenir que courir. On a attendu parce qu'on pensait bien que le prix allait peut-être baisser. Et puis bon, évidemment, il n'a pas baissé. Donc il n'y avait pas le choix. Par contre, la dernière fois, on avait fait livrer 2000 litres, et puis cette fois, on va s'arrêter à 1000 litres. Il faut attendre 2 à 3 jours pour être livré. Ça compte quand le prix varie au jour le jour. Il est à 0,675 pour demain. Aujourd'hui,
0,672. Il y a quelques années, on arrivait à faire un tableau pour la semaine, quoi, à maintenir les prix à la semaine. Maintenant, c'est terminé, on ne peut pas, quoi. Parfois, c'est trop fluctuant. Parfois, il peut y avoir des écarts sur une journée de 15, voire de 20 même. Hein. 1,5 à 2 centimes d'augmentation par jour. Et pour notre famille, c'est l'heure de la facture. En 8 mois, le fioul de qualité supérieure a augmenté de 26 centimes le litre. Fin décembre 2004, pour 2000 litres, j'avais payé 987 € TTC. Et donc là, pour 1000 litres, je paye 672 € TTC. Donc une augmentation qui doit être de 50%, hein, sauf erreur. 672 €, la facture est salée. Alors les livreurs proposent de plus en plus le paiement fractionné. Mais face à l'envolée des prix, les clients sont de moins en moins nombreux à faire le plein. Concernant la grippe aviaire, la Ligue pour la protection des oiseaux se veut rassurante aujourd'hui. Le risque de propagation du virus en Europe par les oiseaux migrateurs serait très faible. Pour l'instant, vous le savez, la France n'a pas adopté de mesures de confinement, des mesures qui auraient un impact économique très grand pour les éleveurs de volailles de la Bresse. Benoît Gadret, Philippe Fivet. Le poulet de Bresse, la seule volaille à bénéficier d'une appellation AOC. Une volaille plus chère à l'achat car élevée selon une méthode traditionnelle en plein air, 10 mètres carrés par animal. D'où l'inquiétude des producteurs comme Gérard Marin face au risque de grippe aviaire. Car qui dit virus dit confinement des animaux et donc fin de l'appellation. À partir du moment où nos poulets ne passeraient plus en appellation d'origine contrôlée, les prix de reprise seraient moindres et seraient classés donc en volaille fermière, disons, commune, et puis donc aurait une dépréciation des prix assez importante. La Bresse est d'autant plus surveillée qu'elle est voisine de la Dombes, une zone humide où passent les oiseaux migrateurs. Ces oiseaux qui viennent du nord traversent-ils les régions russes touchées par la grippe aviaire? Ce vétérinaire ornithologue se veut rassurant. Compte tenu des lieux où ont été isolés les virus, il y a peu de risques de contamination, enfin du moins une contamination amenée par les oiseaux sauvages, parce que les oiseaux sauvages qui traversent notre pays ne passent pas par ces régions où on peut trouver actuellement le virus. En fait, ils passent beaucoup plus au nord et ils prennent après le couloir du Rhin-Rhône pour rejoindre Gibraltar. Peu de risques donc, et si ces poulets sont en cage, c'est qu'ils vont être commercialisés. Car à ce jour, aucune mesure de confinement n'est prise en France. Il est seulement demandé aux professionnels d'être vigilants. Aujourd'hui, que ce soit les éleveurs, les techniciens ou les vétérinaires, on est tous organisés en réseau de façon à réagir extrêmement rapidement à toute circulation de maladies qui pourraient être contagieuses. Si le risque de contamination par des oiseaux existe en France, il tient davantage à l'importation organisée d'animaux exotiques. Traquer les mauvaises odeurs, c'est l'ambition d'une centaine de bénévoles en Normandie. Tous sont formés pour devenir des nez. Très performants, ils sont capables d'identifier les mauvaises odeurs des usines afin de lutter contre cette pollution olfactive. Une expérience unique au monde qui semble bien fonctionner. Agnès Monteux, Rémi Poissonnier. 8 heures, c'est tous les matins le même protocole depuis 7 mois. Avant même de boire son café, Liliane Berger se met sur son balcon et renifle. Avoir du flair pour elle, c'est très sérieux. Chaque odeur est précieusement consignée. Qu'est-ce que vous sentez là? Eh bien là, ce matin, je sens la géosmine, c'est-à-dire l'odeur de foin, d'herbe coupée. Mais il m'arrive de sentir des odeurs plus nuisantes. L'H2S, c'est-à-dire une odeur soufrée. Le phénol, qui est une odeur de produits chimiques. C'est qu'ici, à Pont-Audemer, il y a 5 usines, autant de sources potentielles de mauvaises odeurs. Alors une douzaine d'habitants a accepté de former une brigade des nez. Tous bénévoles, prêts à retourner à l'école tous les 15 jours. Ici, les mallettes sont pleines d'odeurs, une cinquantaine qu'il faut apprendre leçon après leçon à reconnaître. Les bonnes. C'est sûr que c'est le gingembre? La cannelle, ouais, ça sent la cannelle. Comme les mauvaises. La station d'épuration. C'est la plus mauvaise odeur de la boîte. C'est horrible, ça fait mal à la tête. Ouvrez un petit peu la porte. L'objectif, c'est de cibler les odeurs qui gênent les habitants là où ils sont, et de voir avec les entreprises ce qu'il est possible de faire pour les réduire. À quelques dizaines de kilomètres de là, justement, la plus grosse raffinerie d'Europe. Ici, tout le monde est d'accord, ça sentait mauvais. Mais grâce à l'étude d'autres nez bénévoles, les produits les plus nauséabonds ont été identifiés et leur cuve recouverte.
Les odeurs que l'on peut ressentir à l'intérieur ne sont pas spécifiquement celles que ressentent les gens à l'extérieur. Donc il faut savoir faire le tri et savoir où on doit investir pour réduire ce qui gêne les gens. Comme Liliane, ils sont aujourd'hui une centaine de bénévoles en Normandie. Une expérience unique au monde qui intéresse de nombreuses régions pour ne profiter que des bonnes odeurs. 60 années au service des plus démunis. Pour célébrer cet anniversaire, le Secours populaire français a rassemblé aujourd'hui à Paris et en région parisienne 60 000 enfants pour une journée des oubliés des vacances. 72 000 bénévoles continuent à travailler pour l'association qui se bat toujours pour faire reculer la pauvreté. Julia Delage, Théo Souman, Madi Diawara. Dans le train, tout allait bien. C'est après que ça se complique. Farida Benchak compte ses petits monstres. Fraîchement débarqués de Marseille, ils n'ont pas une minute à perdre. Ils n'ont qu'une journée pour visiter Paris. Arrêt obligatoire, la Tour Eiffel. Attention aux torticolis. C'est haut. Vous êtes fatigués, on n'est pas fatigués. Heureusement qu'il n'y a que le premier étage à monter, avec en haut un grand bol d'air et de souvenirs. D'habitude, chez nous, on s'amuse avec des copines dehors. Là, ça change, on découvre des nouvelles personnes, des nouveaux gens, des nouvelles choses. Un dépaysement qu'aujourd'hui encore, un enfant sur 3 ne connaît pas. Je serais prêt à lever mon verre à la dissolution du Secours populaire, ce serait tellement mieux, mais il ne faut pas rêver. Il y a beaucoup d'enfants de France et hélas aussi de l'étranger qui ne vivent pas une enfance heureuse. Mais aujourd'hui, ils sont ravis. En plus de leur journée de vacances, ils sont invités à un anniversaire. Les 60 ans du Secours populaire. Au Stade de France, 60 000 convives avec pour la première fois 3 000 enfants étrangers. Bref, une journée géante. C'est pareil que le Stade Vélodrome, mais en plus grand. Et c'est plus beau. Ce soir à 23 h, ils seront déjà de retour à Marseille, mais avec la preuve qu'il n'est pas nécessaire d'aller loin pour avoir des souvenirs de vacances. Football en finale de la Coupe Intertoto, l'équipe de Lens a battu les Romains de Cluj 1-0, mais la surprise vient de l'Olympique de Marseille qui en match retour a fait oublier les déboires du match aller. Victoire au Stade Vélodrome 5-1 face au Deportivo La Corogne. But de Ribéry en première mi-temps, puis en deuxième mi-temps but de Meïté, doublé de Niang. Et pour finir, but d'Orulma. Marseille et Lens sont donc qualifiés pour la Coupe de l'UEFA. Et puis, notons sur ces buts que Monaco a été éliminé de la Ligue des Champions. Jusqu'au 11 septembre, l'espace EDF Electra à Paris propose de découvrir ou de redécouvrir les œuvres de Nicolas Schoeffer. Dans les années 50, ce sculpteur a été un visionnaire avec ses œuvres interactives qu'il appelait art cybernétique. Isabelle Béchler, Philippe Mugerin. Insoupçonnable au fond d'une villa du 18e arrondissement de Paris, le domaine du fondateur de l'art cybernétique reste vivant 13 ans après la disparition de Nicolas Schoeffer. Alors, vous êtes ici dans l'atelier numéro 5, un endroit où il se passe beaucoup de choses, surtout en ce moment, puisque nous sommes en plein dans la première année de jubilé de l'art cybernétique. C'est ce Hongrois immigré en France avant-guerre qui a évolué de la sculpture au psychédélique. Éléonore, sa veuve, garde le temple sans en avoir fait un mausolée. Il faisait confiance aux jeunes et il incitait vraiment à faire confiance à l'époque même dans laquelle on vit, donc à toujours se tourner vers le présent et le futur et un peu moins déifier le passé. Nicolas Schoeffer est le créateur de CISP. Cet étrange prénom est l'abréviation de cybernétique spatio-dynamique. CISP est un robot cybernétique. L'artiste visionnaire avait dès les années 50 construit des objets où la lumière, le mouvement et l'interactivité ne devaient rien encore à l'ordinateur. On les retrouve aujourd'hui à l'espace EDF Electra pour rêver à la science-fiction des années 70. Dans son prisme, le spectateur, les neurones bombardés de couleurs, se perd en abîme. Quand j'utilise mes projections lumineuses ou mes sculptures lumière, sur une place publique, je fais du cinéma. Seulement, j'appelle ça du spectacle luminodynamique. Autant dire que son mode d'expression favori était de conjuguer le temps avec lumière et couleur pour nous raconter une histoire.
Nicolas Schaeffer était passionné par Hitchcock et par la notion de suspense. Il va créer des événements et des parties qui vont se montrer, qui vont se dissimuler à des moments bien donnés. Et le public va être capté, va être fasciné exactement comme par le suspense. Et on ne se lasse pas des entrelacs de tiges d'aluminium ou d'acier inoxydable, de leur dialogue avec les miroirs, avec la lumière, pour une beauté toujours en mouvement. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Patrice Drevet, 20h55, FBI porté disparu. À 0h30, le journal de la nuit vous sera présenté par Jean-Claude Renaud. Dès 6h30, Télématin, dans les 4 vérités, Gérard Leclerc recevra Nelly Olin, ministre de l'écologie et du développement durable. Et on se quitte sur ces images incroyables dans la banlieue de Rio de Janeiro. 2 bébés singes de 19 grammes sont nés en bonne santé et pourtant ils ont été expulsés du ventre de leur mère décédée après un accident de voiture. Ils ont été immédiatement pris en charge par les sapeurs-pompiers qui leur ont trouvé une mère d'adoption, un singe en peluche. Excellente soirée sur France 2, à demain 20h.